Amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Samedi dernier, le temps était splendide, radieux. Aujourd'hui, il est moins. C'est là la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est ça, des hauts et d'en bas. C'est ça, comme ça, on vit en Guadeloupe. Et nous, les Guadeloupéens, nous sommes dans un pays qui vit tel que nous sommes. Nous sommes changeants. Et c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui. C'est pour vous parler de ceci. Vous voyez ça, ce livre-là, 1917, c'est le livre de la révolution russe. Ce qui s'est passé en 1917 pour combattre la bourgeoisie, le tsar et compagnie de Russie. Je vous l'ai déjà dit peut-être ici, je suis un ancien communiste. Je ne me cache pas, je l'ai été et je ne le regrette pas. Parce que jeune communiste, membre de la section de la jeunesse communiste en Guadeloupe, j'ai rencontré des hommes qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. J'ai vécu dans un environnement communiste, dans ma famille. Et vous comprendrez bien pourquoi je suis resté quand même avec l'esprit communiste. Ma grande-tante, Charlotte Montpierre, du Moule, était l'adjoint au maire de Rosan-Girard. Pour ceux qui connaissent Rosan-Girard, c'était un communiste de la première heure, député communiste qui siégeait à l'Assemblée nationale en tant que communiste. Et ma tante était son adjoint au Moule. Sa fille, Germaine Montpierre, docteur Germaine Montpierre, a épousé un autre communiste, M. Romana. Et c'est ainsi qu'on la connaissait sous le nom de Romana Montpierre. C'était la fille de ma grande-tante, Germaine, Charlotte. Ensuite, j'ai ma tante qui a été adjointe au maire de Basse-Terre, Antonine Montpierre, qui a épousé M. Ezelin. Et voilà dans cet environnement que j'ai vécu toute ma jeunesse. Donc je ne pouvais être que orienté dans l'esprit communiste. À Pointe-à-Pitre, mon grand-père, Barbès Ballot, était l'ami du maire, de l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Paul Valentino. Paul Valentino n'était pas communiste, il était socialiste. À cette époque-là, on considérait à Pointe-à-Pitre le socialiste comme étant un homme de droite, parce qu'il y avait une mouvance communiste très forte à Pointe-à-Pitre, et mon grand-père a été l'ami d'un homme de droite. Alors vous comprenez que dans l'environnement que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'étais tenu d'être aujourd'hui ce que je suis. Et je me pose la question, pourquoi les Guadeloupéens ne s'intéressent pas davantage à ce qui se passe en Ukraine? Il faut savoir qu'en Ukraine se joue l'avenir d'une forme de société que nous avons connue depuis 1945, où la démocratie a toujours prédominé. Il est évident que, en fonction des courants qui gèrent les autorités, le gouvernement français, tantôt c'est un courant de droite, tantôt c'est un courant de gauche, et au fur et à mesure, il y a cet antagonisme qui se crée et qui fait que nous-mêmes, en tant que département d'outre-mer, nous nous trouvons à un moment donné
dans des situations pour le moins ambiguës. Depuis la réunion de Fort-de-France et qui a précédé les élections présidentielles, eh bien, il y a eu un mouvement qui s'est formé et qui coïncide aussi avec ce qui se passe actuellement en Afrique. Depuis la guerre en Syrie, il y a un groupe venu de Russie qui s'appelle Wagner, qui essaie de dominer. Ce groupe Wagner, qui n'est pas officiellement de l'armée russe, joue le rôle qu'a joué un temps les communistes. Parce que les communistes ont toujours été au niveau des peuples dominés pour les aider à prendre leur indépendance. Sans les communistes, l'Algérie serait toujours française. Il a fallu que les communistes aident les Algériens pour prendre leur indépendance. Dans un premier temps, il y a eu un président qui était plutôt léger, qui voulait rester en bonne harmonie avec la France. Il a été renversé au profit d'un communiste, le colonel Boumedienne. Et c'est le colonel Boumedienne communiste qui a permis la stabilité du régime algérien. Pour venir à ce que je vous disais en préambule concernant la guerre en Ukraine, nous devons nous intéresser très sérieusement de ce qui se passe en Ukraine. Je m'explique. Le président Poutine parle d'un seul individu, c'est Staline. Staline a gagné la guerre en Russie en évinçant les troupes de Hitler. Mais avant d'entrer en guerre contre Hitler, Staline était un partenaire de l'Allemagne. Et Poutine prétend que c'est Staline qui a tout fait, mais sans l'aide des Américains qui fournissaient à Staline du matériel de guerre, Staline n'aurait peut-être jamais battu les troupes d'Hitler. Je dis peut-être, mais le fait est là, l'armée de Staline a été fournie régulièrement par du matériel américain. Et le président Poutine ne parle que de Staline, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Ce livre de la Révolution de 1917 indique tout le combat qui a été mené pour que la Russie soit un pays libre. C'était les tsars qui dirigeaient tout, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie. Et un homme a décidé de mener le combat. Cet homme-là, c'était Lénine. Mais Poutine ne vous parle jamais de Lénine. Pourquoi? Parce que Lénine était un intellectuel et Poutine n'a jamais été un intellectuel. Tous les gens qui connaissaient bien Poutine nous disent que dans sa jeunesse, c'était un voyou qui aimait le combat, se battait
à l'école, qui se battait partout, quoi. Il était un guerrier. Donc, son modèle a été Staline et non pas Lénine. Et je vais vous lire une page de ce livre pour vous présenter Lénine. Lénine était un intellectuel, juriste. Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà Lénine. Voilà. Et que dit ce livre sur Lénine? Je vais y arriver. Alors, Vladimir Ilitch Lénine, né en 1870 et mort en 1924. Organisateur du communisme de l'Union soviétique et fondateur de l'État soviétique. La solide base morale donnée par l'éducation du père Ilya Ulyanov et de la mère Maria Blanc, pédagogue non seulement de formation mais au sens le plus élevé du terme, le désir inlassable de se parfaire et d'améliorer la vie environnante, voilà ce qui conduit 5 de ses enfants, Ulyanov, à la Révolution. Après l'exécution de son frère aîné, Alexandre, en mai 1887, pour sa participation à un attentat contre le tsar, Vladimir résolut fermement de s'engager dans la voie de la lutte révolutionnaire. Il la voyait non dans la terreur, mais dans l'essor du mouvement ouvrier sur la base du communisme scientifique. Entré en 1887 à la faculté de droit de l'université de Kazan, Vladimir en fut bientôt exclu pour avoir pris part à une manifestation des étudiants. C'est seulement en 1891 qu'il reçut son diplôme de juriste après avoir passé en externe ses examens à la faculté de droit de l'université de Saint-Pétersbourg. Pendant près de 3 ans, il travailla comme avocat au barreau d'une ville de la Volga. En août 1893, il s'installa à Saint-Pétersbourg où il prit contact avec les marxistes de la capitale et les ouvriers avancés. Cela marqua le début de la fusion du communisme scientifique et du mouvement ouvrier de masse et unit pour toujours le nom de Lénine à la lutte révolutionnaire du prolétariat de Russie et du monde. Parce que Lénine a été lu un petit peu partout dans le monde. Grand capitaine, mais c'est avec le grade de colonel qu'il a accédé au trône et il ne s'est trouvé personne pour l'élever dans cette hiérarchie. L'impérialisme sort, comme le veut l'étiquette, en costume russe, le front ceint d'un diadème. Sa traîne est tenue par les pages de la Chambre et le groupe impérial est accompagné du baron Frédéric, aide de camp général, ministre de la Cour. 17 ans plus tard, c'est lui qui contresigna le manifeste de Nicolas II sous son abdication de la couronne. Du comte Hendrikov, maître de la cour placé auprès de l'impératrice, du prince Dolgorukov, premier grand maréchal de la cour, des officiers de service, l'aide de camp général Obouchev, le contre-amiral Lomen, de la suite de Sa Majesté l'Empereur et le comte Kremetesiev Ier, aide de camp du souverain.
Ils sont suivis de la famille Romanov, presque au grand complet. Il y a les innombrables grands-ducs et grands-duchesses, princes et princesses, et parmi eux, l'heureux quinquagénaire, donc c'était Lénine. Donc, pour vous dire que cet homme qui, dans sa démarche, a voulu créer un monde libre, n'est pas cité par Poutine, pour la simple raison que Poutine, comme je vous dis, était un voyou de sa jeunesse. Donc, il ne pouvait pas accéder normalement aux écrits de Lénine, puisqu'il n'était pas capable intellectuellement d'arriver dans ces livres-là. Et je dois rappeler que la jeunesse estudiantine de la Guadeloupe était communiste. Je peux citer Rupert, je peux citer quelques autres. Mon ami qui fut le deuxième président de l'université, qui est mort il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Tous ces jeunes-là étaient des communistes. Il y a tant d'autres. Certains communistes ont basculé vers les séparatistes, indépendantistes. Mais au départ, la jeunesse guadeloupéenne, estudiantine en particulier, était communiste. Alors, j'exhorte les Guadeloupéens à s'intéresser à ce qui se passe actuellement en Ukraine, parce que si jamais Poutine gagne cette guerre, cela signifie que le monde que nous connaissons aura basculé dans l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a un ordre mondial créé depuis 1945 qui a mis en place des textes, qui a mis en place un système de respect. C'est à partir de 1945 que l'ONU a été créée, tout cela. Mais si on laisse Poutine gagner cette guerre en Ukraine, ça deviendra un monde nouveau. Et que si on comprend bien que cette guerre a des partisans et a des opposants, tout l'Occident, ou toute une grande partie de l'Occident, est pour l'Ukraine et une très grande partie de l'Orient est pour Poutine. Parmi ces gens qui sont pour Poutine plus ou moins, qui ne l'affirment pas officiellement, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a tous ces pays qui ont l'Amérique à cœur, puisque sans l'Amérique, sans l'intervention des Américains, la Corée n'aurait pas été divisée en 2 parties, Corée du Nord et Corée du Sud. C'est pareil pour le Vietnam. Si les Américains n'étaient pas intervenus au Vietnam, on n'aurait pas eu le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. En Indochine, sans les Américains, l'Indochine n'aurait pas connu cette séparation. Enfin, l'Occident, dont le chef de file est l'Amérique, soutient l'Ukraine. Et nous qui sommes jusqu'à présent dans le monde civilisé et le monde libre, nous sommes automatiquement dans ce monde qui veut que l'ordre mondial actuel persiste. Il faut savoir que quand quelqu'un quittait la Russie pour aller dans un autre pays, il fallait qu'il soit autorisé à le faire.
Un Français qui veut aller n'importe quel endroit au monde, il va dans une agence de voyage, il prend un billet d'avion, il passe dans une ambassade en question et demande un visa de visite. Il a obtenu son visa de visite du pays qu'il va visiter, il y va. Ce n'est pas la France, les autorités françaises qui lui disent d'aller tel endroit ou tel autre endroit. Le Français décide d'aller visiter un pays, il y va. Mais les Russes, c'est pas ça, hein? Il faut avoir une autorisation de sortie. Donc, je parle de cela ce matin pour vous, pour que vous puissiez réfléchir un peu. Et moi, personnellement, je vous dis que à l'âge que j'ai, je ne souhaite pas que mes petits-enfants ou les enfants de mes petits-enfants soient soumis à un système de dictature où ils ne peuvent plus penser librement. Voilà ce que je vais vous dire, chers amis. Je sais que je vais provoquer une fois de plus, non pas des haines, parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on hait, mais qu'on conteste. Il reçoit souvent des appels pour contester ce que je dis. Mais c'est ça la démocratie. Je n'ai pas la science infuse, je dis ce que je connais, et c'est parce que je suis libre que je peux dire ce que je connais et qui crée justement le débat. C'est ça la vie démocratique. Ceci étant dit, je vous demande de faire prudence sur les routes parce que la route glisse. Il a plu ce matin très tôt. Peut-être que plus tard ça va s'améliorer, mais soyez prudents et je vous souhaite un bon week-end et espère vous retrouver samedi prochain en pleine forme dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à tous.